pour ceux qui me connaissent chez Extia et puis ceux qui m'ont peut-être pas encore eu l'occasion de travailler avec moi, je suis Mathilde et je m'occupe des projets de mécénat chez Extia. Donc des projets qu'on réalise gratuitement en collaboration avec nos associations partenaires. Et à côté de ça, j'ai le plaisir d'être lead de la communauté métier Feel Good. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai souhaité inviter Abigail pour traiter d'un sujet qui me paraît extrêmement important. Et si vous êtes là aujourd'hui, peut-être que c'est un sujet qui vous touche. Sinon, je peux déjà vous dire que avec toutes les choses qu'on va discuter aujourd'hui, ça va être un sujet sur lequel vous allez aussi avoir envie de répandre un petit peu plus de connaissances en vue de déstigmatiser bah, justement la santé mentale et qu'on puisse tous évoluer vers une société plus tolérante. Donc ça, c'est la vocation de nos échanges d'aujourd'hui. Abigail, merci beaucoup d'être là. Je vais te laisser la parole avant qu'on rentre vraiment dans l'introduction et dans la trame qu'on avait un petit peu imaginée ensemble, pour que tu puisses te présenter avec tes propres mots. Mais voilà, moi, ce que j'aimerais déjà dire, c'est que j'ai eu la chance qu'on puisse échanger un petit peu sur les réseaux sociaux. Tu es suivie par une belle communauté qui te suit justement pour ton militantisme pour la santé mentale, tes voyages et ce que tu partages justement par rapport à ton engagement personnel, ton chemin personnel. Tu tiens aussi un podcast pour lequel tu interviews beaucoup de personnes autour de ces thèmes-là. Donc voilà, personnellement, tu m'inspires beaucoup. Je suis très contente qu'on puisse avoir cet échange aujourd'hui. Je te laisse la parole. Peut-être qu'il y a d'autres aspects sur toi que tu voudrais partager avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui, merci. Ça me fait trop plaisir d'être là. Vraiment très fort. Et donc oui, pour les personnes qui me connaissent pas, du coup, moi, je suis une militante et une activiste pour déstigmatiser la santé mentale et plus particulièrement les troubles psychiques. Parce que, encore aujourd'hui, la thématique des troubles psychiques, c'est quelque chose qui est très méconnu, qui fait très peur et qui génère finalement beaucoup de stigmatisation. Donc déjà, en plus de souffrir de troubles psychiques, ce qui est déjà pas facile au quotidien, c'est un peu la double peine parce qu'il y a aussi souffrir de l'image que les gens en ont. Donc voilà, moi je suis trop contente forcément d'être ici, de pouvoir délivrer mon témoignage parce que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup d'être là. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que justement, avant qu'on fasse le focus, toi, sur ton parcours et toutes les belles choses que tu vas avoir à nous partager et qui vont beaucoup nous enrichir, est-ce que tu pourrais nous donner un état des lieux, peut-être, de la santé mentale en France et en quoi est-ce que c'est un sujet qui finalement, même parfois sans qu'on le sache, nous concerne tous et toutes et sur lequel, finalement, il est absolument nécessaire, en fait, qu'on lève les tabous. Oui. Alors déjà, moi j'ai fait mes petites recherches sur les chiffres et en fait je trouve que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans le sens où, très rapidement, moi quand j'ai pris la parole et que j'ai commencé à témoigner sur mon trouble, je pensais vraiment être un cas isolé parce que finalement quand on vit des troubles, quand on a des souffrances psychiques, je trouve que ce qui est très difficile, c'est qu'on vit ça de façon très isolée, on voit pas du tout la dimension collective. Et quand j'ai fait mes recherches, je trouve que les chiffres montrent cette dimension collective. Donc pour les chiffres, alors c'est des chiffres qui viennent du ministère de la Santé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une personne sur 5 en France, soit 13 millions de Français qui sont touchés par des troubles psychiques ou par une maladie mentale. Les Français sont les plus gros consommateurs de psychotropes du monde, donc plus d'un quart de Français consomment des anxiolytiques et des antidépresseurs. La dépression, c'est l'un des troubles les plus répandus, puisqu'elle concerne environ 15 à 20% de la population générale. Ça après c'est des chiffres sur la jeunesse, mais ça me tient à cœur de les partager parce que j'ai aussi une autre statistique qui est hyper intéressante pour les générations futures. Le suicide, c'est la première cause de mortalité chez les 15-35 ans. Et la France
affiche l'un des taux les plus élevés, de suicide, des pays européens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 70 des jeunes affirment que le bien-être au travail deviendra l'une des préoccupations majeures dans les années à venir. Mmh. Et dernière statistique, moi que j'aime, enfin il y en a 2 aussi que j'aime beaucoup. La première, c'est que c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie, la santé. Oui. Le coût de la santé mentale est estimé à 109 milliards d'euros. Et dernier petit chiffre, en France, les troubles psychologiques sont la seconde cause d'arrêt maladie. Ça, c'est une statistique qui date de 2022. Bon, ça, c'est pour les chiffres qui sont Ouais, ouais. pas Mais ça donne vraiment un état des lieux, qui, moi, me bluffe en réalité. On s'en rend pas compte justement parce que c'est un domaine qui est entouré de beaucoup de tabous, et je trouve que ça lui redonne sa juste place, que ce soit pour les personnes qui sont touchées, atteintes, ou celles qui ne le sont pas. En fait, c'est un sujet qui nous affecte tous en tant que société, qui peut nous affecter, dont on peut, être victime, plus tard, dans notre vie, vie professionnelle, vie personnelle et cetera. Donc, en effet, c'est un c'est un sujet qui nous concerne tous et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci pour ce rappel sur les chiffres clés. Ça y est, c'est terminé les chiffres et les statistiques. Je trouve que ça fait vraiment une belle introduction, pour, rentrer, dans une thématique un petit peu plus personnelle parce que voilà, on a très envie de connaître ton parcours. Donc toi justement, comment est-ce que ce sujet il est arrivé dans ta vie, en fait? oui. Je trouve que ces chiffres, ils sont importants justement pour le témoignage que je vais donner. Ouais. Parce qu'en fait, mon témoignage, c'est pas du tout un cas isolé, loin Mmh. de donc moi, pour recontextualiser un peu, on va dire, fin 2020, j'ai commencé à sombrer dans un état dépressif. Alors état dépressif, j'explique un peu comment ça s'est traduit chez moi parce que j'ai l'impression que, pour certains, certaines, l'image qu'on a, c'est pleurer beaucoup, beaucoup tous les jours, tout le temps et être très, très triste. Moi, ça s'est pas traduit comme ça. En fait, j'avais de plus en plus de mal, à me lever, à m'alimenter, à me laver, et en fait, petit à petit, les tâches du quotidien sont devenues vraiment, insurmontables. À ce moment-là, je travaillais dans le monde de l'entreprise, j'étais hôtesse d'accueil et en plus de ça, mon travail consistait à être très souriante, très voilà, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup. Beaucoup de gens disent que je suis une personne très solaire et cetera. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai caché toutes mes difficultés, à mon travail. Donc voilà, je travaillais, j'avais une super, relation de confiance avec mes managers, enfin, il y avait vraiment une super, cohésion d'équipe et cetera. Je faisais du super bon travail, donc tout ça, ça allait. Mais j'étais complètement en dépression et là aussi, je pense que c'est l'une des raisons de pourquoi certaines prennent pas la parole dessus. C'est que moi, il y avait pas de raison particulière à Mmh. pourquoi je me sentais, comme ça. Dans le sens où, bon, bah, voilà, j'avais une situation qui était vraiment, confortable, qui était bien. J'avais entre guillemets «tout pour être heureuse», et pourtant, bah, tous les matins, je me levais, et c'était catastrophique, quoi. Et c'est vrai que si à ce moment-là, quelqu'un m'avait posé la question de: «Pourquoi tu vas pas bien?», j'aurais pas été capable, Mmh. d'y répondre et je pense que ça amplifie encore plus le sentiment de désarroi face à ça. Mmh. C'est-à-dire que la santé mentale, c'est tellement impalpable, il y a tellement pas de choses apparentes, que ça peut peut-être être même un peu culpabilisant de se dire: «Bah, en fait, j'ai pas le droit d'être malheureux, j'ai pas le droit d'avoir des pensées sombres et des pensées noires et cetera». Moi, j'ai été très, très réfractaire à l'idée de demander de l'aide. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon activisme, je mets très, très en avant le message de dès les premiers signaux, aller consulter. Parce que je Mais pense pourquoi c'était si difficile pour toi? oui, Pourquoi tu étais si réfractaire? bah, C'est quoi le problème? en fait, la logique que j'avais, c'était si je vais consulter un ou une psy, ça veut dire confirmer le fait qu'il y a un problème et que ça va pas. Alors que tant que j'allais pas consulter, finalement, je pouvais faire semblant que tout allait bien.
Et je pense vraiment qu'en parler dès les premiers signaux peut éviter des Ouais. situations de crise. Parce que moi, finalement, j'ai traîné, où voilà, c'est passé de simples pensées, de vraiment juste, des pensées sombres et des pensées noires, à finalement tout l'élaboration d'un scénario dans ma tête. Et c'est là où moi j'ai eu très, très peur et c'est là où j'ai décidé d'aller consulter ma première psychiatre. Mmh. Mais avant ça, ton état, il s'était dégradé? Tu avais été hospitalisée avant de faire le geste d'aller voir ta psychiatre ou ça s'était fait après? Non, 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 ça c'est arrivé, après. D'accord. Non, non, au début, c'était bon, bah, voilà, j'avais ma vie, j'étais bien, j'étais dans une relation de couple qui se passait bien, j'avais un taf, qui était un taf qui me convenait aussi, enfin vraiment, tout se passait bien. Mais bon, voilà, il y avait ça et au final, je consulte ma première psychiatre et j'étais déjà dans un état critique, en fait, quand je la consulte. Et il faut quand même comprendre que dans l'état actuel des choses, en tout cas, dans la psychiatrie et cetera, moi je me suis dirigée vers un CMP. Donc c'est un centre médico-psychologique qui est une des structures qui sont sectorisées et qui permettent d'avoir des prises en charge. Donc voilà. C'est très chouette les CMP parce que ça permet d'avoir, bah, une prise en charge pour tous et toutes en fonction de là où on habite. Par contre, moi, je sais que quand j'y suis allée, la psychiatre que j'ai consultée, elle était complètement, débordée de patients et patientes et débordée de gens et de demandes et moi, j'associe ça au manque de moyens en psychiatrie. Mmh. Dans le sens où, quand je l'ai consultée, je me suis vraiment demandé laquelle de nous 2 va le plus mal. Parce elle était au bout du rouleau, quoi. Et au final, bon, bah, elle a fait ce qui paraissait, le mieux à ce moment-là, c'est-à-dire que, elle m'a mis sous antidépresseurs. C'était vraiment: «Oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, voilà, j'ai des pensées sombres, j'ai des pensées noires, ça va pas». Je dormais beaucoup, je dormais 12 à 14 heures par nuit, et j'étais très, très fatiguée, j'arrivais plus manger, m'habiller, me laver et cetera et cette suradaptation, moi j'estime avoir, fait toute une première partie de ma vie en suradaptation à mon environnement et en suradaptation aux autres. Dans un état dépressif, avec le recul, je me dis: «Mais je sais même pas comment j'ai eu la force d'avoir ce que moi j'appelle le masque social, de la fille qui va bien, de la fille qui sourit, de la fille qui est hyper sociale et cetera, pendant autant de temps». Parce Mmh. que, en fait, j'étais épuisée, mais le fait de cacher toutes mes difficultés et d'être hyper réfractaire à en parler et cetera, je pense que ça a amplifié vraiment ce truc de détresse et de mal-être à l'intérieur. Donc au final, cette psychiatre me met sous antidépresseurs. Moi, je repars avec mon ordonnance et je me dis: «Trop super, trop génial, je vais pouvoir avoir une aide médicamenteuse et le cauchemar entre guillemets va pouvoir s'apaiser, je vais pouvoir aller mieux» et cetera. Je suis restée 4 mois sous antidépresseurs. Il OK. s'avère que les antidépresseurs n'ont jamais fonctionné. Pour moi, en tout cas. OK. Mais Heu, donc c'est un peu, après qu'est-ce qui comment dire? Si c'est une solution qui n'a pas fonctionné, enfin du coup ce n'est pas une solution, hem, comment est-ce que tu t'y es pris, par la suite? alors, les antidépresseurs, ça fonctionne pour beaucoup de gens, hein, je tiens à préciser. Puis il Mmh. y a plein de ça après faut voir avec, des psychiatres et cetera, mais il y a plein de molécules, on peut tester plein de choses et cetera. Moi, c'est vrai que j'en ai pris plusieurs au cours de ma vie et malheureusement, je crois que je suis pas réceptive à ça, enfin bon bref. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis retrouvée dans une situation où j'allais mal, j'ai accepté le fait que j'allais mal, j'ai demandé de l'aide, on m'a fourni cette aide et ça ne fonctionne pas. Mmh. Et je pense que j'avais mis aussi tellement d'espoir dans cette prise de médicaments que quand ça n'a pas fonctionné, je me suis vraiment retrouvée dans une situation de Mmh. en fait, ça fait déjà 6 mois que je lutte en silence et le fait de pas avoir de solution, ça a été ça, le réel déclencheur d'une détresse encore plus forte. Mmh. Il s'avère qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Un soir de novembre, le désespoir était trop fort, parce qu'en fait, je pense que
Je pense que certaines personnes se rendent pas compte à quel point la souffrance psychique, en fait, on a tellement envie que ça s'arrête qu'on est prêt à avoir des gestes complètement désespérés, mais juste pour faire taire la souffrance tellement c'est fort. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. J'arrive aux urgences psychiatriques dans un état chaotique et désastreux. Et au final, aux urgences psychiatriques, quand ils me voient, bah, en fait, j'étais plus considérée comme apte à prendre soin de ma santé, et de ma sécurité, physique et psychique. Ce qui était totalement le cas, à ce moment-là. J'étais plus du tout, apte à prendre soin de moi, quoi. Donc ils prennent finalement la meilleure décision me concernant, ils décident de m'hospitaliser, dans un hôpital psychiatrique. Moi, à ce moment-là, bah, ça me fait super peur. Hôpital psychiatrique, enfin, moi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant de faire, cet état dépressif et bon, j'ai toujours eu une personnalité un peu compliquée depuis toujours, mais j'avais jamais mis les pieds dans un hôpital psychiatrique, je savais pas ce que c'était, je pense que j'avais toutes les images hyper Ouais, on a beaucoup de stéréotypes. ça fait super flipper, ça fait super Ouais. peur. Et finalement, j'ai compris par la suite que ce qui fait très, très peur, c'est quand on connaît pas. Mmh. Ce qui fait peur, c'est quand on comprend pas. Donc voilà. Au final, en plus, un truc, on me transfère à 4 heures du matin dans un hôpital psychiatrique, dans une ambulance et tout, un truc qui fait vraiment, enfin bon, bref. Et j'arrive en hôpital psychiatrique, moi je me dis: «Mais est-ce que ça veut dire que je suis folle? Est-ce que ça veut dire que, enfin j'avais vraiment énormément de stéréotypes purement liés à ça et je me souviens que les premiers jours, en hôpital, finalement, je me souviens que je ne sortais pas de ma chambre, tellement j'avais peur de rencontrer les autres patients et patientes, tellement je me disais que, les gens étaient dangereux. Mmh. Donc j'étais cloisonnée dans ma chambre et je voulais pas en sortir, quoi. Il s'avère que heureusement, j'ai réussi un peu à me sociabiliser avec les autres patients et patientes et là, en fait, j'ai été très surprise. J'ai vraiment été très surprise parce que, les personnes que j'ai rencontrées, c'était Elles vrai correspondaient pas à un stéréotype, en fait, au final. Ou en tout cas pas l'idée ce qu'on s'en fait, alors, du coup dans la dans l'hôpital psychiatrique quoi, sans vouloir, bah, premièrement, le premier truc qui saute aux yeux, c'est que ça touche pas un type de personne en particulier. mmh. Il y a toutes les tranches d'âge, tous les milieux sociaux et tout, il y a tout, enfin il y a vraiment ça touche pas, il y avait pas un profil type, quoi. Ça ne enfin vraiment on était de partout, quoi. Et puis non, ça passait par un je me souviens d'un étudiant qui était étudiant en médecine, qui en fait, vivait dans des telles situations de précarité que finalement il avait fait une dépression. Ça passe par une, trentenaire qui bossait pour une super grosse, chaîne télé et qui a fait un burn-out. Ça passe par, le patron d'une super grosse entreprise qui a sombré dans l'alcoolisme. Ça passe par une petite mamie qui a perdu son petit papy et qui est en deuil et qui est toute seule et qui est hyper isolée et qui a besoin enfin, en fait, je me souviens aussi d'une adolescente, elle avait 16 ans et qui avait pris trop de Doliprane. Enfin bon bref. Vraiment Pas de généralité, en fait. bah, non et c'est moi je pense que ça a été la première barrière qui a sauté, c'est qu'en fait, n'importe qui dans sa vie, peut un jour, avoir besoin de se reposer ou en tout cas de se comment dire? De se retirer, de la société pour pouvoir un peu, se recentrer sur soi, et Mmh. vivre en fait, des périodes qui peuvent être très douloureuses et très difficiles. Oui, en fait, on était tous et toutes dans des phases de nos vies, très en crise en fait, mais ça touche pas enfin voilà, c'est pas réservé aux personnes qui ont des troubles Mmh. psychiques très, très forts. Alors bien évidemment, il y en a parce que moi, en l'occurrence, on m'a diagnostiqué un trouble psychique, mais vraiment pas que. Et justement, à l'annonce de ton diagnostic, à la sortie de l'hôpital,
comment ça s'est passé pour toi? Tu es rentrée dans une autre, phase de recherche de solutions? Comment elle s'est passée justement cette sortie? Bah, moi, du coup, j'ai fait 2 mois en hôpital psychiatrique, le temps de me remettre un peu sur pied et une semaine avant ma sortie, j'ai les blouses blanches, parce que moi je les appelle les blouses blanches, qui me disent, bon, bah, «Bonjour madame», en gros, bon, je caricature un peu, mais c'était, «Vous avez un trouble de la personnalité, état limite» ou quelque chose comme ça. Et là aussi, encore une fois, ce qui fait peur, c'est quand on connaît pas. Ouais, et les mots, en fait. Et moi, j'ai pas compris, mais je pense aussi que j'étais dans un truc un peu de: «En fait, appelez ça comme vous voulez, c'est pas ça qui m'importe». Mmh. C'est pas le mot en lui-même qui va m'importer. Ce qui m'importe, c'est comment je vais réussir à être heureuse. Moi, c'est le ma seule préoccupation, c'était ça, quoi. Donc finalement, trouble de je sais pas quoi, personnalité ou ce que vous voulez, c'est pas enfin voilà. Donc j'ai pas trop compris. Donc en gros, c'est une personnalité, enfin plus communément appelée borderline. J'ai pas trop compris, mais j'ai quand même compris qu'on était en train de que c'était pas juste une dépression, que c'était pas juste Mmh. un épisode passager. Là, je suis quand même en train de comprendre que, en fait, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un vrai Mmh. et comment je vais faire le reste de ma vie si jamais j'ai vraiment quelque chose. Avec tout ce que ça implique dans notre société actuelle, de se dire, bah, catalogué, comme ayant, un trouble psychique, quoi. Parce que je trouve que, ouais, c'est pas du tout, quand on a une maladie physique, je trouve que la représentation est pas du tout la même que quand on a Mmh. un trouble psy et moi, c'était ça qui me faisait très peur, quoi. Donc voilà. Il s'avère que 6 mois après, 6 mois après, en fait, il y avait un dossier qui avait été fait pour une thérapie de groupe. OK. Une thérapie de groupe spécialisée pour le trouble borderline. Donc j'arrive à cette thérapie de groupe, donc c'est, un hôpital de jour. Donc l'hôpital de jour, pour ceux qui savent pas, c'est, voilà, on va tous les jours à l'hôpital et le soir, on rentre chez nous. C'est pas comme la première hospitalisation que j'ai faite où là, j'étais, 24/24, à l'hôpital. Donc je vais en thérapie de groupe en me disant: «Bon, je suis là, mais en vrai, je suis pas concernée». Parce que j'étais pas du tout convaincue de ce diagnostic de borderline. Moi, Ouais. j'étais restée dans, «Non, mais c'est n'importe quoi, moi je suis pas du tout borderline, j'ai rien à faire ici», et puis voilà. J'arrive en thérapie de groupe, pareil, il y a pas un profil type de personne. C'est des personnes, voilà, tous les âges, très, très jeunes, moins jeunes et cetera. Et en fait, j'écoute les autres personnes parler, et là, je tombe un peu des nues complètement parce que pour la première fois de toute ma vie, j'entends toutes les souffrances de ma vie, dites à travers la bouche de totals inconnus et de totals étrangers et ça, c'est très déroutant. Donc le trouble borderline, je vais faire assez vite, mais en gros, c'est une hypersensibilité, une hyperémotivité, l'impression d'être tout le temps poussé dans les extrêmes. Donc moi, me concernant, il y a pas de demi-mesure, c'est tout ou rien, c'est tout blanc ou tout noir. Une impulsivité très forte, une image de ma personne qui est très distordue. Avec mon psychiatre, j'appelle ça la parfaite et la monstrueuse parce que soit je suis dans la parfaite, c'est-à-dire, j'ai l'impression d'être une personne, j'ai un schéma de perfection qui est très, très fort. Donc voilà, j'ai surtout pas le droit à l'erreur. Soit je rebascule dans la monstrueuse et là, la monstrueuse, c'est, quand je suis dans des états de, je suis un monstre, je suis quelqu'un d'horrible, de toute façon je mérite pas de vivre tellement je suis horrible. Voilà, une peur de l'abandon et du rejet qui est très, très forte. Je dois très certainement oublier 1 milliard de trucs, mais c'est déjà pas mal. Ouais, on se rend mieux compte de ce que ça représente et Oui. je pense que c'est important de le préciser.
avec, une sensation de vide quasi constante aussi et ce que je dis souvent, c'est que je suis pas devenue borderline le jour du diagnostic. J'ai toujours été comme ça. C'est juste que, je pense qu'on était tellement peu informés sur les troubles psychiques, on était tellement peu informés de tout ça, que moi j'avais totalement pris ça comme une fatalité en soi, en me disant: «Bon bah, je suis un peu écorchée vive, je suis un peu, torturée, un peu difficile». Mais bon, c'est comme ça et c'est comme ça et j'étais très loin de m'imaginer que c'était un vrai truc, identifié dans le monde de la psychiatrie, du tout et ça, j'associe ça vraiment au manque de témoignages et de représentation. C'est pour ça que, pour moi, c'est très, très important de prendre la parole parce que ce travail de témoignage est nécessaire aussi pour faire connaître, ces trucs-là et pour un peu mieux, diriger les personnes vers les professionnels de santé. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que durant cette, thérapie, de groupe en hôpital psychiatrique alors, je veux dire quand même quelques mots sur la thérapie. Moi, j'ai eu l'impression que c'était un apprentissage des relations entre êtres humains. OK. Dans le sens où, en fait, moi, je suis arrivée en thérapie en disant: «Je veux devenir normale». Parce que j'ai associé cette notion de normalité à une forme de bonheur. Parce que pour moi, être normale, c'est être incluse, être valide. Pour moi, être normal, c'est vivre sa vie avec une certaine forme de légèreté, chose que moi, finalement, j'ai jamais connue parce que dans le trouble borderline, il y a aussi ce truc de se sentir très dysfonctionnel, un peu comme le vilain petit canard. Les autres, oui, moi, non. Les autres y arrivent, pour moi, c'est toujours plus difficile tout le temps. Donc je suis arrivée devant les psys, j'ai dit: «Je veux devenir normale» et les psys, m'ont répondu: «En fait, le but de la thérapie, c'est d'accepter votre singularité et de la communiquer aux autres. Ça s'arrête là. Donc on n'est pas du tout là pour, se métamorphoser, en personne normale parce que ça n'existe pas. Mais c'est vraiment, accepter et accueillir la personne qu'on est. Bon, bien évidemment, il y a des mécanismes et tout, on va dire à corriger, à rééduquer, on va dire ça. Mais c'est vraiment un travail de communication avec son environnement parce que moi, ma problématique, je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est porter un masque social de suradaptation et il y a aussi ce truc où je n'ai pas conscience de mes limites et la limite, c'est l'effondrement. Mmh. Donc en fait, quand je m'effondre, là, je comprends que: «Ah, en fait, la limite, elle était un petit peu avant». Mais moi, j'en ai pas du tout conscience. Donc finalement, pourquoi la première partie de ma vie a été très, très chaotique? C'est parce que j'étais tout le temps en suradaptation et donc j'enchaînais effondrement sur effondrement sur effondrement et en plus, c'est un cercle vicieux parce que du coup, j'y arrive pas, les autres y arrivent, moi non et puis de toute façon, je suis le vilain petit canard, nin bon bref, Ouais. après ça déroule, quoi. Et donc en thérapie, c'était vraiment on prenait une situation du quotidien qu'on n'avait pas réussi à, solutionner et c'était, vraiment la base de la communication non violente. Mmh. Décrire la situation qu'on a vécue: «Il s'est passé ça, je me suis sentie comme ça et Mmh. j'ai besoin de». Mmh. Et finalement avec ces trois trucs, on arrive à désamorcer hyper facilement beaucoup, 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 beaucoup de Mmh. situations qui, pour moi personnellement, personne diagnostiquée borderline, auraient pu être des facteurs de crise. Et quand je dis c'est un apprentissage des relations entre êtres humains, moi j'ai regretté de pas avoir fait ça plus tôt dans ma vie. Ah ouais. En fait, ça m'aurait évité tellement, tellement, Ouais, ouais. tellement de Mais choses. pour tout le monde même, en fait, je pense que la base de la communication, c'est essentiel et notamment, je trouve même presque encore plus dans le domaine, professionnel. Tu l'as vécu aussi, au tout début, voilà, cette stigmatisation, cette dissimulation que tu as eue de tes troubles, au travail. Moi, la question que j'ai à te poser maintenant, c'est justement comment est-ce que tu es retournée, dans le monde professionnel? Hem, Surtout avec, du coup, peut-être tu peux expliciter le lien avec la situation de handicap, Mmh. et les solutions que tu as trouvées pour, bah, justement réintégrer un milieu qui est pas toujours très doux et qui est très calé sur la communication, non violente, notamment quand on a du coup un handicap, invisible. Alors, le handicap, ça a été un gros truc parce qu'un jour, j'arrive en thérapie de groupe et en fait, c'était un PowerPoint
où le titre, c'était le statut de handicapé, quelques clés pour envisager votre avenir. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, mais moi, je suis pas handicapée. Donc, comment ça, votre avenir? Moi, je me sens pas concernée du tout par ça. Et j'ai eu un entretien avec la psychiatre en chef du service. Et en fait, elle m'a posé plein de questions où elle m'a dit maintenant, on va aller regarder tout votre parcours professionnel et comment, on va dire, mon trouble borderline a influencé ma vie professionnelle. OK. Et en fait, quand elle m'a posé toutes ces questions, en fait, j'avais pas réalisé les conséquences que ça avait eu, bah, sur mes études, sur ma vie professionnelle, sur plein de choses et cetera. Donc déjà, c'est très, très difficile d'accepter de faire les démarches, d'adultes handicapés. Et pourtant, on m'a vraiment expliqué que c'était une sécurité, une protection, qu'on n'est pas obligé de le dire, que tout ça et cetera. Mais en fait, c'est juste l'étiquette handicapé qui, moi, personnellement, ça a appuyé encore plus sur ce truc de pour moi, ce sera toujours différent que pour les autres. Au final, l'assistant social a fait toutes les démarches et cetera, j'ai accepté et en fait, j'ai obtenu, 6 mois après, je crois, parce que ça prend un petit temps quand même, j'ai obtenu, la reconnaissance d'adulte Mmh. handicapé et pas qu'un peu parce qu'il y a des pourcentages et tout. Ça a été quand même un vrai choc, hein, cette histoire, parce que c'est pas facile. Quand on reçoit la lettre chez soi avec le mot adulte handicapé, faut encaisser, quoi. En plus du diagnostic, en plus Mmh. de l'hôpital, en plus de tout ça, faut encaisser. Après oui, moi j'avais pas compris, dans le sens où, bah, du coup, moi j'ai été une salariée qui tous les 6 mois, je faisais des arrêts maladie et pas des petits arrêts maladie, des petits arrêts enfin, des arrêts maladie où je retournais en hôpital psychiatrique, tous les 6 mois, quoi et c'était pas possible, c'était pas gérable, et en fait, finalement, aujourd'hui, ce statut de travailleur handicapé, il m'a permis de faire quelque chose que je me permettais pas avant. Dans le sens où, aujourd'hui, je veux plus me cacher. Alors c'est un Mmh. choix qui m'est personnel, mais en fait, j'ai déjà fait une première partie de ma vie, à vivre que des effondrements, à être hyper suradaptée et cetera et ça, je peux plus. Je peux pas continuer à un rythme de vie où je suis hospitalisée tout le temps, tous les 6 mois et tout, c'est pas gérable. Finalement, ce statut d'adulte handicapé, il me permet d'assumer ouvertement ça et de dire: «Bah, en fait, je suis une personne en situation de handicap. En l'occurrence, j'ai un trouble psychique et j'ai une transparence, très, très forte» et c'est un peu, parce que c'est un peu la sélection naturelle. Bon voilà, c'est à prendre ou à laisser, mais Ouais. moi, j'ai fait tout un travail thérapeutique sur moi qui a été très, très, intense. Aujourd'hui, je suis stabilisée, je suis rétablie. Après, je parle pas de guérison, je parle de stabilisation, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que j'ai adapté tout mon environnement autour de mon handicap et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tout va très bien et qu'au final, bon, bah, voilà, j'ai une vie qui au final est très épanouissante pour moi, mais parce que c'est une vie qui est adaptée, à la personne que je suis et à ma singularité finalement. Mais cet équilibre-là, il marche, seulement si, ça coopère aussi en face. Moi toute seule, je peux pas, quoi. Donc voilà et je fais ça aussi dans mes relations, personnelles, dans le sens où quand je rencontre quelqu'un de nouveau, nouvelle, si j'ai envie que cette personne fasse partie de mon cercle proche, au bout d'un moment, je sais que va y avoir cette conversation, Mmh. qui va être là et moi, j'associe ça à un coming out. Dans le sens où j'ai vraiment l'impression que parler, en tout cas dire, heu, qu'on a un trouble psy, pour moi, c'est un coming out. Alors pourquoi? Parce que finalement, toutes les caractéristiques d'un coming out sont réunies, parce que j'ai aucune idée de comment ça va être reçu. C'est potentiellement, source de beaucoup de stéréotypes, véhiculés notamment par, le cinéma, la culture et cetera, qui soit diabolisent les troubles psy, soit, comment dire? Les fanatisent.
J'ai l'impression que c'est très binaire entre ces 2 trucs, mais il y a une représentation qui, dans tous les cas, n'est pas forcément très, représentative, vraiment de la réalité et ça crée beaucoup de rejet et cetera et c'est un coming out, en fait. Donc voilà, pas facile, mais Ouais. en tout cas, aujourd'hui, dans ma vie, je sais que, bon, bah, ça fait un tri. J'annonce à chaque fois et je sais que dans ma vie professionnelle, moi, j'ai l'impression un peu d'avoir, hacké le système parce qu'aujourd'hui, mon trouble, c'est mon métier. Mmh. Heu, Justement, c'est la prochaine question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a poussé vers le militantisme, en fait? Bah, oui, Entre autres, parce que tu as d'autres activités, mais celle-là, entre autres. oui. Tu étais au Parlement européen pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je crois, si je me trompe pas, ou 3 max. Bah, avant les élections européennes. Ouais. Je sais pas si c'était bon signe. Non, oui. Bah, moi, forcément, quand je suis sortie de tout ça, heu, j'ai cherché des témoignages de personnes qui vivaient avec un trouble borderline, mais qui témoignaient à visage découvert. Ça, c'est très important, pour moi de témoigner à visage découvert et c'est une preuve de courage, vraiment fort, de faire ça comme ça et en fait, j'ai trouvé, pratiquement aucun témoignage et surtout de personnes qui vont bien. C'est tellement Mmh. important d'avoir des représentations de personnes qui n'ont pas honte et de personnes qui vont bien. Ouais. Et ça finalement dans la sphère médiatique, actuelle, bah, c'est quand même assez rare. En tout cas moi j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc forcément il y avait l'envie et le besoin de prendre la parole très, très fort dessus. Mmh. Et en fait en prenant la parole, pour moi, je pense que j'ai démarré ça de façon très naïve, en disant: «Bah, j'ai juste envie de partager mon expérience et c'est tout». Et en fait, plus j'ai pris la parole, plus finalement le sujet s'est imposé à moi. Parce que sans m'en rendre compte, en fait, j'ai compris que je portais la voix de toutes les personnes qui ne s'expriment pas. Mmh. Il y a tellement, tellement de gens qui vivent, pas forcément un trouble borderline, mais d'autres difficultés dans leur vie et qui ne peuvent pas du tout en parler parce qu'ils ou elles ont beaucoup trop à perdre Mmh. et que ce serait trop dommageable, soit dans leur vie professionnelle, soit dans leur vie familiale, personnelle et cetera. Mais on est tellement nombreux et les chiffres du début en introduction Ouais. montrent. La France est l'un des premiers consommateurs mondial d'antidépresseurs. Les chiffres sur le suicide, enfin je veux dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes, on est très, très nombreux à être concernés. Moi, je comprends pas pourquoi encore aujourd'hui on fait semblant que ça n'existe pas. Mmh. Ça n'a pas de sens, alors qu'on a tous et toutes intérêt à ouvrir ces dialogues-là, justement pour prendre conscience de cette responsabilité collective et engager un changement qui va dans le sens de la libération de la parole, de la détabouisation, de la santé mentale. Bon, moi, je suis un mauvais exemple parce qu'en l'occurrence, j'ai un trouble psy, mais la santé mentale, on en a tous et toutes une et bon, bah, voilà, le burn-out, la dépression, l'anxiété, le stress. Il y a des chiffres aussi sur le stress qui font aussi un peu, flipper, quoi et surtout dans le monde de l'entreprise, si vraiment je prends la cible du monde de Ouais. l'entreprise, hem, des salariés qui sont en bonne santé mentale et investir sur le bien-être au travail, pareil, il y a plein d'études qui vont dans ce sens. Des salariés qui sont moins stressés, c'est des salariés qui sont contents d'aller travailler, qui sont plus productifs, qui sont plus motivés. C'est un taux d'absentéisme forcément qui est beaucoup moins élevé. On l'a vu que c'est la seconde cause d'arrêt maladie et en plus, enfin, si je prends mon cas personnel, on est sur des arrêts longs, on n'est pas sur des arrêts courts. Ouais. Pas sur une semaine de grippe. On est sur, 4 mois de d'arrêt maladie, quoi. Mmh. Donc il y a vraiment tous les chiffres, toutes les études vont dans le sens d'investir dans la santé mentale et dans le bien-être à grande échelle et à échelle collective. Mmh. C'est vraiment, bénéfique pour tout le monde sous tous les plans, vraiment sur tous les plans. En tout cas, pour le moment, j'ai pas trouvé de point noir dans les chiffres qui pourraient aller contre ça. Vraiment pas. Et alors il y a 2 justement là, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur les entreprises. Ensuite on conclura sur,
des solutions, des ressources que tu as toi-même mises en place sur ton site internet et j'aimerais beaucoup que tu nous en parles. Et pour finir, on prendra aussi évidemment les questions, donc n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions qui est dédié pour qu'on puisse y répondre par la suite. Donc justement, Abigail, par rapport à la situation dans les entreprises, qu'est-ce qui selon toi peut ou doit être mis en place pour aller en concordance avec ce que tu viens de dire? Pour moi, il y a quelque chose dans lequel il faut absolument investir, c'est la prévention. En fait, si on fait beaucoup plus de prévention, on évite beaucoup, de situations et il y a quelque chose aujourd'hui qui s'appelle les premiers secours en santé mentale. Il y Mmh. a des entreprises qui forment leurs salariés aux premiers secours en santé mentale. Ça permet de reconnaître, les signaux, de savoir quoi dire parce qu'en fait, souvent, quand on voit quelqu'un qui va pas bien, on dit rien parce que, je pense qu'il y a vraiment cette peur de pas avoir les bons mots, de pas savoir Mmh. quoi dire, de peur que ce soit hyper intrusif, enfin tout ça et finalement la formation aux premiers secours en santé mentale, c'est vraiment ça, c'est avoir les bons mots, reconnaître les signaux, savoir quand est-ce que poser les questions et les bonnes questions et finalement, quand on sort de ça, bah, on se sent beaucoup plus, équipé à, agir si jamais on sent ou on voit une situation, voilà. La prévention, c'est super important. Forcément la formation, sur, communication non violente, l'empathie, la culture d'entreprise, et bon après sur le bien-être au travail, il y a beaucoup de choses qui ont prouvé son efficacité dans le sens où, bon, bah, on a vu que les jeunes, ça va devenir une priorité pour eux dans leur travail. Aujourd'hui, on a une population aussi qui revendique beaucoup plus, l'équilibre vie pro, vie perso. Voilà, ça c'est on sent que ça va devenir très important aussi. En tout cas, moi, je suis très convaincue de ça, sur la flexibilité, sur la charge de travail, sur tout ça, quoi. Mais bon, 1er secours Merci. santé mentale, prévention, formation. Ah bah, super, génial. Et donc pour conclure, est-ce que tu peux nous parler, ça t'a demandé beaucoup de travail, je crois, ton site internet, les, solutions que tu y répertories. Peut-être que je peux le mettre d'ailleurs, je vais aller chercher ton site pour que tout le monde puisse aller, y faire un tour facilement. Je vous le mets immédiatement dans le chat. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus de la vocation de ce site et Ouais. Bah, mon site internet, j'ai mis longtemps avant de le créer, donc ça fait déjà 3 ans que je suis dans le militantisme et l'activisme et où je témoigne. En fait, j'ai créé le site internet que j'aurais rêvé connaître, quand j'ai été diagnostiquée moi, dans le sens où ça a été un gros travail d'archivage parce que donc mon site, il a été fait en partenariat, enfin en collaboration avec une psychologue qui est spécialisée dans le trouble borderline. Donc déjà, il y a plein d'infos sur le trouble borderline. L'article a été rédigé par une professionnelle de santé spécialisée. Il y a où et comment trouver de l'aide. Ça répertorie énormément de structures partout en France. Il y a plein de ressources aussi. Il y a des ressources en santé mentale. Là, j'ai fait un travail pharaonique. Je me suis arraché les cheveux sur ce truc-là. Mais voilà, des documentaires, des livres, des podcasts, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Des séries, des jeux de société. J'ai trouvé des jeux de société qui forment à la communication non violente, au consentement, enfin plein de thématiques et en fait, il y a énormément de ressources en santé mentale qui existent. J'ai pas tout mis parce que ça aurait été trop, mais en tout cas, j'ai répertorié celles qui, selon moi, sont les plus pertinentes et j'ai aussi mis parce qu'aujourd'hui, j'ai un diplôme universitaire en rétablissement en santé mentale et en fait, j'ai aussi mis en gros, pour le rétablissement en santé mentale, il y a ce qui s'appelle le savoir expérientiel. Le savoir expérientiel, c'est le savoir que j'ai acquis via mon expérience du trouble, qui est aujourd'hui, une compétence qui est reconnue professionnellement dans les hôpitaux psychiatriques via la paire aidance. Donc la paire aidance, c'est des gens qui ont des troubles psy, qui sont stabilisés et rétablis, qui vont intervenir dans les structures hospitalières notamment, via leur expérience pour les autres patients, patientes et c'est complètement complémentaire aux équipes de soignants, soignantes.
Donc en fait, j'ai un article qui est «J'ai besoin d'un suivi psy». Et là, j'ai mêlé toutes les ressources que je connais pour trouver des psychologues, des psychiatres, et cetera, et toutes les aides dont moi j'ai bénéficié, qui m'ont permis d'avoir accès à une prise en charge, on va dire moins coûteuse. C'est-à-dire que pour la première fois, on a un gouvernement qui a mis 8 séances de psy, entièrement prises en charge par an pour tout le monde. Donc après, il y a un lien avec les psychologues qui sont référencés, via le gouvernement et cetera. Mais on a tous et toutes le droit à 8 séances, de psy par an, quoi. Donc voilà, toutes ces aides, vraiment toutes les aides dont moi j'ai bénéficié, tous les trucs et cetera, j'ai tout mis sur mon site internet. Donc voilà, j'espère que c'est du bon travail que j'ai fait, mais le but, c'est d'aider un maximum de gens. Super, génial. Merci beaucoup. On va prendre les différentes questions. Je vais commencer par la question de Gérald qui nous demande comment savoir si une personne va mal et estimer à quel point. Bah là, pour le coup, il faut faire la formation aux premiers secours en santé mentale, parce que c'est eux justement qui donnent tous les critères de reconnaître les signaux, et cetera, et de surtout intervenir en cas de pensée suicidaire. Si vraiment on appelle un chat, c'est de ça dont on parle, le stress, l'anxiété, et aussi ça forme sur les crises de panique. Quand on voit quelqu'un qui fait une crise de panique, pouvoir intervenir, poser les bonnes questions, et cetera. Donc voilà. Génial, merci. Ça va peut-être être complémentaire, mais Chloé nous demande quels organismes délivrent une formation en santé mentale, du coup, pour... Il y a le site internet des premiers secours en santé mentale, où il y a toutes les infos dessus et on peut se faire former, il me semble, partout en France. Donc sur le site internet, il y a toutes les infos. Alors, c'est ce site-là. Je SSM. l'ai trouvé, ouais. Hop, je le remets également Voilà. dans le chat pour tout le monde. N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions à les rajouter dans l'onglet questions. En attendant, on va conclure peut-être ce meet-up doucement. Qu'est-ce que tu voudrais dire justement pour conclure, Abigaël? Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas encore abordés? Oui. Oula, attends, j'ai un questionnaire qui apparaît. Que c'est important d'encourager la parole des personnes qui s'expriment sur leurs troubles psy. Moi, vraiment, il y a un truc que j'aimerais dire, c'est... Bon, alors déjà, dès les premiers signaux, en parler, ça c'est hyper important. Et c'est surtout, moi, ce que je regrette, c'est qu'on soit vu comme des personnes plus faibles quand on dit qu'on va chez le psy ou qu'on va suivre des thérapies. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça demande énormément de courage d'aller en thérapie. Ça demande énormément de courage de re-questionner tout son passé, toute son histoire, tout ce qu'il y a de dysfonctionnel chez soi, etc. Et moi, je rêve d'un monde où quand quelqu'un dit en fait, je vais faire une thérapie ou je vais chez le psy, que les gens applaudissent et disent « Mais mon Dieu, bravo, c'est génial parce que t'es super courageux et super courageuse de faire ça, parce que ce n'est pas facile et on va être avec toi et on va te soutenir là-dedans. » Pour moi, la stigmatisation n'a pas lieu d'être, vraiment pas, et je pense que c'est très important de comprendre que ça demande du courage, c'est difficile et on a besoin d'être entouré et soutenu.